Bonjour. Alors, comme je suis de temps à autre interpellé, parfois avec vigueur, et c'est légitime en fait, sur ce que signifie l'absence de la personne quand on parle d'espace infiniment ouvert ou d'éveil ou de conscience ou du soi. Voilà, je voudrais dédier cette vidéo à un petit aperçu de ce que j'entends moi, en tout cas par là. J'ai dit moi. Voilà. Donc, c'est vrai que le réveil spirituel, qu'on appelle parfois l'éveil, souvent même, c'est l'effacement de l'individu moi-je, immédiatement. C'est-à-dire qu'au moment même de ce réveil, on a cette impression étonnante que l'individu, il est pas seulement factice, il est d'une superficialité incroyable. Il occupe apparemment tout l'espace mental, voire émotionnel et psychologique, et pourtant il a une tête d'épingle dans l'immensité de l'océan de la conscience ou de la présence. Alors c'est ce mystère qui nous fait nous poser des questions, tâtonner, chercher, douter, et c'est très bien. Mais ça peut tourner en rond si on n'amène pas ce questionnement ou cette interrogation jusqu'à son terme. Si on le peut. Peut-être qu'il n'y a pas de terme, ça c'est à chacun de le découvrir honnêtement par soi-même, en soi-même. Donc à mes yeux, ce qu'on appelle l'éveil, c'est vraiment l'effacement de l'individu moi-je. C'est l'abolition de l'ego. Alors cette abolition peut être temporaire ou plus durable. Et même quand elle n'est pas durable, une fois qu'il y a eu ce réveil, on connaît la nature de l'ego, on sait à quel point il n'est pas solide, il n'est pas permanent, il n'a pas la place aussi importante qu'il le croit, qu'il le prétend, et on réalise dans le même temps que ce qu'on est vraiment, c'est cet espace infiniment ouvert de présence ou de conscience, voilà, au sein de quel espace ou quelle présence ou quelle conscience on voit apparaître, durer un moment et disparaître l'individu avec son cortège de pensées, de sensations, de perceptions, d'histoires, de mémoires, etc. Ça, c'est quelque chose d'assez simple, me semble-t-il, hein. Et c'est pas non plus difficile, contrairement à ce qu'on nous prétend depuis des milliers d'années, c'est pas si difficile que ça de retrouver, de reconnaître ce que nous sommes vraiment. Il y a plein de façons différentes de le faire, mais une qui me semble opportune, notamment pour ceux qui ont un fonctionnement mental, intellectuel, cérébral important, c'est justement de mener ce fonctionnement mental jusqu'à ses limites. Une autre façon, c'est de, toujours avec ce fonctionnement mental, de l'inviter à suspendre ici même, tout de suite, toute notion du passé, du futur, tout savoir, toute mémoire, et d'être seulement là maintenant, dans la présence. On parle d'instant présent, ça n'existe pas. Par contre, il y a la présence maintenant. C'est tout à fait autre chose. Quelqu'un a parlé du pouvoir du moment présent, ça lui a valu un grand succès tout à fait mérité, il a aidé des dizaines de milliers de gens, peut-être davantage, mais en réalité, c'est assez faux. Il n'y a pas d'instant présent. Il y a juste des instants de présence. Et cette présence, elle peut être discontinue ou plus ou moins continue. C'est peut-être ce que voulait dire ce monsieur, dont je ne dis pas le nom, mais que tout le monde a reconnu, tellement il est célèbre. Donc, si on s'amuse à ça, là maintenant, faites-le avec moi si vous voulez bien. On laisse de côté tout ce qu'on sait sur soi-même, son histoire, son genre, son état civil,
ses souvenirs, son état de santé, tout. On laisse absolument tout de côté. Qu'est-ce qui reste là tout de suite maintenant? Sinon la conscience d'être, la présence. Et vous voyez que là c'est infini, c'est illimité, alors que moi-je est toujours fini et limité. Là, il n'y a pas d'anxiété parce qu'il n'y a pas d'anticipation, il n'y a pas non plus de retour en arrière, on est juste ouverture, comme je me plais à le dire. Et au sein de cette ouverture, si on reste quelques secondes, on va voir surgir très probablement moi-je, des pensées, des sensations, des images, etc. Mais comme on le voit surgir, on peut immédiatement réaliser qu'on n'est pas ce qu'on voit. On est ce qui voit, ce qui n'est pas du tout la même chose. Notre erreur commune, conditionnée depuis des siècles, c'est de croire qu'on est ce qu'on voit, ce qu'on pense, ce qu'on croit, etc. Et l'invitation de la non-dualité telle que je la comprends, c'est de réaliser qu'on n'est pas ce qu'on voit, mais ce qui voit, ce qui constate, et qui est toujours déjà là. Alors quand on me demande, mais s'il n'y a personne, pourquoi on continue de dire moi, je, mien, mon, etc. Pourquoi on continue, etc. Ben, ça va de soi, c'est fonctionnel, c'est purement fonctionnel. Parfois on oublie la présence, notre vraie nature pour la nommer ainsi. Et alors, on dit moi-je, et c'est vraiment moi-je l'individu. Mais quand on s'est réveillé, ne serait-ce qu'un instant fugace, on est de plus en plus souvent sollicité par cet espace infiniment ouvert. Et même si on se laisse encore prendre par moi-je, ça dure moins longtemps, ça a moins d'intensité, et on retrouve très vite cette ouverture. Parce qu'en fait, on peut vivre cette ouverture au quotidien. Mais on ne cherche pas à la maintenir, sinon on se cramponne à quelque chose. On voudrait mettre des limites à ce qui est illimité. Ce serait dingue. Donc c'est vraiment, non pas une attitude, mais, comment dire, un élan vivant qui fait qu'on se reconnaît comme étant cet élan vivant précisément, cette conscience d'être, on peut l'appeler comme ça. Nisargadatta disait ça, la conscience d'être. Vimalatakar parlait d'être-té. Krishnamurti parlait de l'attention L', etc. Ramana Maharshi parlait du soi. Peu importe en réalité. Donc, ne soyez pas, comment dire, sceptique ou choqué par le fait d'employer je ou moi, ou de vous retourner quand on vous appelle par votre nom. C'est absolument naturel. Et jusqu'au moment où ce corps disparaîtra, il en sera ainsi, ou alors vous serez en psychiatrie ou très malade. Sinon, heureusement pour vous et pour votre entourage, vous répondrez, mais sans vous prendre pour l'image de cette personne. C'est-à-dire, il y aura une personne, Ramana Maharshi prenait l'exemple de ce qui reste d'une corde qui a cramé. La forme est encore là, mais il n'y a plus rien en réalité. Si on souffle dessus, tout s'éparpillerait. Voilà. Jean Klein parlait d'être libre de soi-même. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'on est là. Alors, ce qui aussi suscite un questionnement chez certains, c'est que ceux qui ont vécu le réveil et qui disent « ben non, il n'y a pas d'éveillé puisqu'il n'y a personne pour s'éveiller », c'est la conscience qui se réveille à elle-même d'une certaine façon. Donc, ils sont surpris, ces gens, donc, de voir que ces personnes qui n'en sont pas, qui ont vécu le réveil, qui n'en est pas,
ont parfois des caractéristiques encore plus marquées qu'avant leur réveil. Ben oui, c'est parce qu'elles sont peut-être moins inhibées ou plus à l'aise ou moins timides, moins timorées, et que comme c'est le fonctionnel qui opère, ben il opère avec tous les outils dont il dispose, donc toutes les idiosyncrasies, toutes les caractéristiques singulières, sans l'image psychologique de quelqu'un. Voilà. J'ai beaucoup parlé, je trouve. J'espère que ça a été suffisamment clair. Et si vous le voulez bien, je vous invite à ce qu'on passe un moment en silence ensemble, où on peut précisément non pas faire le vide, mais s'amuser à rester dans cette conscience d'être, sans entretenir la moindre image de soi, sans garder la moindre limitation. Mais quand une limitation se présente, ce qui est probable, on n'essaie pas de la chasser. On l'accueille, on la laisse surgir au sein de l'immensité, et du coup, elle restera un moment, puis elle disparaîtra. À bientôt, merci.